Tout d'abord, bonjour à tous et merci de votre présence. Je remercie aussi Frédéric d'avoir permis finalement à cette journée de s'organiser. Donc une après-midi, on va dire, sur le thème mathématiques et jeux, histoire croisée. Donc, dans une première partie, on va avoir 3 conférences et ensuite suivi d'une table ronde. Alors, j'ai l'honneur de commencer la première conférence qui va surtout en fait traiter du développement de la théorie mathématique des jeux combinatoires. Alors, entrons dans le vif du sujet et dans un premier temps, je vais dire plantons le décor. Alors, qu'est-ce que j'entends par planter le décor? Je vais déjà vous expliquer finalement les termes et les notions auxquelles je vais me référer tout au cours de cet exposé. Et voilà, petit aparté, le dessin que vous voyez là, eh bien, c'est un jeu combinatoire. C'est le jeu du Hackenbush, et j'aurai peut-être l'occasion de revenir dessus plus tard. Alors, je vais commencer par vous définir finalement ce que c'est qu'un jeu combinatoire, puisque un jeu combinatoire, eh bien, vérifie des propriétés assez particulières, à savoir que c'est un jeu qui se joue seulement à 2 joueurs et alternativement, donc par exemple pas pierre-feuille-ciseaux ni pierre-feuille-ciseaux lézard-spock pour ceux qui connaissent Big Bang Theory. Voilà. Ou bien, en plus de ça, il n'y a pas de hasard, donc pas de lancer de dés, de tirage de cartes, d'accord ? L'information est complète. Ça signifie quoi? Ça signifie que par exemple il n'y a pas de carte cachée ou que de toute façon l'information du jeu donnée par le jeu est la même pour les 2 joueurs à n'importe quel moment du jeu. Le jeu est fini. Conway dit bah oui, les jeux ils peuvent être joués par des grands diplomates qui n'ont pas forcément le temps, donc il faut bien que ça se finisse un jour. Donc le jeu est fini, ça fait partie des caractéristiques d'un jeu combinatoire. Et enfin, le gagnant est souvent déterminé par le dernier coup. J'ai mis souvent parce qu'on aura l'occasion peut-être d'en parler avec Tristan, c'est que le jeu de Go, par exemple, on définit le gagnant en comptant les points à la fin, et non pas parce que le dernier joueur ne peut plus jouer ou voilà. Donc c'est pour ça que j'ai mis souvent, mais ça rentre dans la catégorie des jeux combinatoires. Alors, vous allez vous dire, c'est quand même des jeux avec des propriétés assez restrictives, peut-être, mais en fait, il y en a plutôt beaucoup, et on les connaît. Par exemple, le Morpion est un jeu combinatoire. Le Puissance 4 est également un jeu combinatoire. Le jeu d'échecs, bien évidemment. Le jeu des petits carrés, alors celui-là, il est peut-être un petit peu moins connu, mais le but, c'est finalement de fermer des carrés et de remplir un maximum de carrés sur une grille. Le jeu de Go est un jeu combinatoire et le jeu des bâtonnets à Fort Boyard est également un jeu combinatoire. Donc on trouve même des jeux combinatoires dans des shows télévisés intéressants. Alors pour que vous compreniez aussi la suite de l'exposé, il faut que je vous explique finalement ce qu'est un jeu impartial. Donc un jeu combinatoire impartial, c'est quand les coups disponibles sont identiques pour les 2 joueurs. Par exemple, dans le jeu des petits carrés, chaque joueur peut aller placer son trait où il veut. En revanche, dans le jeu d'échecs ou le jeu de dames, si je joue les noirs, je ne peux pas aller m'amuser à bouger la reine blanche. Ça m'est interdit. Donc ça, c'est un jeu impartial. Et enfin, une dernière différence qu'il faut faire, c'est selon si le dernier joueur qui joue gagne la partie. Dans ce cas, on est dans une version normale. C'est-à-dire que voilà, je joue mon échec et mat. Celui en face de moi, mon adversaire, ne peut plus jouer, donc il a perdu, moi j'ai gagné. Et la version misère, où le dernier joueur a joué, perd la partie. Je vous rappelle, dans le jeu des bâtonnets à Fort Boyard, c'est la personne qui enlève le dernier bâtonnet qui perd face au maître du temps et qui du coup ne gagne pas de temps dans la salle du trésor. Voilà, donc distinction entre version normale et version misère. Une dernière chose qui est extrêmement importante en fait dans l'analyse de ces jeux combinatoires, c'est l'utilisation d'un raisonnement qu'on appelle le raisonnement rétrograde. Alors, il porte bien son nom. Robert Aumann, qui est mathématicien et économiste, disait le raisonnement rétrograde, c'est la plus vieille idée en théorie des jeux. C'est le premier raisonnement finalement mathématique qu'on met en place quand on veut travailler sur un jeu. Donc je vous ai mis un exemple tout simple. Imaginez une table avec avec des paquets d'allumettes, un tas qui en contient 2 et un tas qui en contient 1. Le but du jeu, c'est de vider la table, mais je ne peux prendre des allumettes que dans un seul tas. Alors c'est à moi de jouer, et je ne sais pas quoi jouer, il faut que je réfléchisse quand même pour
pour pas que mon adversaire gagne. Alors je vais en fait, donner les différentes positions auxquelles je peux arriver. Donc si j'enlève une allumette dans le premier tas, il me restera 2 tas avec 2 allumettes. Ou bien j'enlève le tas de 2 complètement, il ne reste plus qu'un tas avec une allumette. Ou bien j'enlève le tas avec une allumette et il en reste un avec 2. Alors, à votre avis, quelle est la solution la plus efficace pour que mon adversaire ne gagne pas? C'est clairement la branche qui est tout à gauche. Puisqu'il va jouer, il ne peut jouer lui aussi que dans un seul tas. Donc il va me laisser la dernière allumette et je vais gagner. Dans le cas du milieu, je suis un peu bête parce que je lui ai laissé la dernière. Et dans ce cas-là, il va en enlever qu'une seule et je me retrouverai... il va enlever les 2, pardon, et il va aussi gagner. Donc la seule option pour moi pour remporter ce jeu sur cette petite configuration... je fais des interférences, c'est d'aller jouer sur la branche de gauche. D'accord? Donc ça, c'est le raisonnement rétrograde, c'est d'aller voir ce qui se passe en avant pour ensuite remonter, je dirais même rétrograder, pour employer le terme, jusqu'à la position voulue et envisager un chemin optimal pour remporter la partie. Alors, ce raisonnement rétrograde, eh bien, on le trouve à la base des premières analyses des tout premiers jeux combinatoires. Vous allez me dire, mais les tout premiers jeux combinatoires, ils datent de quand? Quand est-ce qu'on les trouve? Alors les premiers jeux combinatoires, alors ceux que l'on a trouvés sur des traces écrites en tout cas, sont des jeux qu'on retrouve dans les récréations mathématiques, dans des ouvrages de récréation mathématiques. Alors là, c'est une frise chronologique qui est, je sais pas, peut-être pas très lisible, mais c'est pour vous donner un peu le point de départ des récréations mathématiques dans lesquelles on trouve des jeux combinatoires, et on voit que ça s'étend plutôt, je dirais, harmonieusement jusqu'en 1820. Vous avez en orange la nationalité italienne, en vert la nationalité allemande, en bleu la nationalité française et en rouge la nationalité anglaise. Donc des récréations qui se retrouvent toutes pendant le XVIe et le XVIIe siècle. Et la première occurrence de jeux combinatoires qu'on trouve, c'est dans un ouvrage dans l'ouvrage de Luca Pacioli, le De Viribus Quantitatis, qui a fini d'être publié en 1508. Qui a fini d'être écrit plutôt en 1508, et dans lequel on trouve, alors qu'est-ce que c'est un jeu combinatoire à cette époque-là? C'est des récréations arithmétiques, d'accord? Donc c'est plus posé comme une petite sorte de défi à l'entendement, c'est pas vraiment un jeu avec des règles, etc. Mais par exemple, ça se traduit par ce que Pacioli énonce comme finir n'importe quel nombre avant l'autre sans prendre plus qu'un certain nombre limité. Alors, traduit en langage plus courant, qu'est-ce que ça donne? C'est par exemple, on se donne le nombre 30, alors on est 2 joueurs, hein, on est dans les jeux combinatoires, on se donne le nombre 30 et il faut additionner à tour de rôle des chiffres compris entre 1 et 6, et le premier qui atteint 30 a gagné. Alors, comment est-ce que je raisonne là-dessus pour atteindre, moi, le palier 30? Si je ne veux pas que mon adversaire atteigne le palier 30, c'est que je ne dois pas lui laisser un nombre compris entre 26 et 29, sinon il va rajouter ce qu'il faut entre 1 et 6 pour atteindre 30. Donc par un même raisonnement, je me dis, il ne faut absolument pas qu'il atteigne le palier 24, pardon. Donc il faut que je lui donne le palier 23, etc., etc. Vous avez en fait des paliers que moi je dois atteindre et que lui ne doit pas atteindre, sinon il va gagner. Et ça, on travaille par raisonnement rétrograde en redescendant jusqu'à la première valeur à atteindre. Et donc Pacioli fait ce raisonnement-là, et il le fait sur le nombre 30 et prendre des chiffres compris entre 1 et 6. Alors cette récréation mathématique, elle va se retrouver chez Claude Gaspard Bachet, français, dans les problèmes plaisants et délectables qui se font par les nombres. Alors, c'est pas étonnant puisqu'en fait, Bachet a beaucoup repris de Pacioli, sans vraiment dire qu'il l'avait repris, mais il l'a repris. Et on retrouve cette récréation mathématique. Alors sous une autre forme, il faut atteindre le nombre 100 et additionner des nombres compris entre 1 et 10. Mais le raisonnement est le même et le fait de déterminer des paliers de sûreté, c'est la même chose. Le raisonnement rétrograde intervient aussi. Alors, on est au XVIIe siècle, il y a des mouvements de transmission scientifique, les déplacements des scientifiques à travers l'Europe, donc on retrouve également cette récréation dans des ouvrages allemands, avec Daniel Schwenter ici par exemple, avec la forme, pareil, additionner des chiffres entre 1 et 10 pour atteindre 100.
Et ça continue, 17e, 18e siècle. Alors je vous ai mis celui-là puisque des fois la récréation revêt une forme un petit peu plus exotique, je dirais, avec ici le piquet des cavaliers, où deux amis voyagent à cheval et l'un propose à l'autre un 100 de piquet sans cartes. Parce qu'en fait au début le jeu de piquet est un jeu qui se joue avec des cartes. Et ils conviennent que celui qui arrivera le premier à 100 sera défrayé du souper, donc celui qui gagne n'aura pas à éplucher les pommes de terre, et qu'ils ne pourront prendre alternativement plus de 10 à la fois. Donc une forme un peu plus voilà, exotique du problème, mais qui, dans sa résolution, revient à un raisonnement rétrograde et à des paliers de sûreté qu'il faut atteindre. Alors, ce que je voulais vous dire par rapport à ça, c'est que jusque même le début, fin 19e, début 20e, on a juste ces récréations qui sont données dans un cadre très particulier, un exemple particulier, donc additionner de 1 à 10 pour atteindre 100, ou bien additionner de 1 à 6 pour atteindre 30. Et il n'y a aucune généralisation qui n'est faite à partir de ça. Toutes les récréations ont la même forme, on donne la solution sur un exemple particulier, mais aucune généralisation n'est donnée. Et donc finalement, il n'y a pas vraiment de théorie qui sort de ça, même si on donne des solutions particulières. Il va falloir attendre en fait le tout début du XXe siècle pour qu'on puisse parler, on va dire, du véritable développement de la théorie des jeux combinatoires. Alors c'est une construction qui s'est faite, alors, je considère, en 3 étapes. Donc je vais vous présenter les différentes étapes de cette construction. Et on s'accorde un peu pour dire que le point de départ de la théorie des jeux combinatoires, c'est un article sur la résolution d'un jeu qui est appelé Nîmes et qui a été publié par un mathématicien qui s'appelle Charles-Léonard Bouton. Alors, plutôt que de vous faire un long discours pour vous expliquer les règles du jeu de Nîmes, bien qu'elles soient plutôt simples, je vais vous passer un extrait de film et on va faire un quiz si vous reconnaissez quel film c'est après, et ceux qui savent se taisent, parce que je sais qu'il y en a qui savent. Alors, je sais que je vais essayer que le son soit assez fort, on va voir ce que ça donne. Il faut être très silencieux. Non, pas maintenant. Je vous propose un autre jeu plutôt. Vous connaissez un jeu auquel je gagne toujours. Si vous ne pouvez pas perdre, ce n'est pas un jeu. Je peux perdre, mais je gagne toujours. Essayons. Cela se joue à 2. Les cartes sont disposées comme ceci. 7, 5, 3, 1. Chacun des joueurs ramasse des cartes, à tour de rôle, autant de cartes qu'il veut, à condition de n'en prendre que dans une seule rangée à chaque fois. Celui qui ramasse la dernière carte a perdu. Voulez-vous commencer ? Alors, est-ce que quelqu'un a une idée sur le film que c'est? Voilà. Alors le film, en fait le jeu là qui est joué, peut-être que certains d'entre vous le connaissent sous le nom du jeu de Marienbad, qui est tiré du film d'Alain Resnais de 1961 et qui s'appelle L'année dernière à Marienbad. Alors ça c'était, on va dire, un petit clin d'œil pour vous montrer aussi que en fait le jeu de Nîmes, caché sous le nom du jeu de Marienbad, finalement a été beaucoup pratiqué et sort un peu du contexte mathématique, et on le retrouve, voilà, son heure de gloire au cinéma avec L'année dernière à Marienbad. Alors j'avais, pour la petite histoire, j'avais en fait rencontré des gens à qui j'avais exposé justement le jeu de Nîmes et sa théorie, et ils m'avaient dit, mais nous on connaît que le jeu de Marienbad, on ne savait pas que ça s'appelait le jeu de Nîmes. Et j'avais dit, est-ce que vous aviez cherché une stratégie, ou est-ce que vous aviez découvert la stratégie ?
Et ces personnes m'avaient dit, on avait compris qu'à un moment donné, il y avait des positions, on pouvait gagner tout le temps, et en fait, on s'en servait surtout, c'était pour épater les copains, les filles, etc. Et c'était apparemment très pratiqué dans le milieu étudiant. Et voilà, pratiqué sous le nom du jeu de Marienbad et pas le jeu de Nîmes. Donc ça, c'était le petit aparté. Donc vous avez eu les explications des règles. Et en fait, Bouton, dans son article sur le jeu de Nîmes, s'intéresse à la résolution dans un cas au début particulier et ensuite il généralise. Alors lui, il se place plutôt dans le cadre de la version normale, alors que dans le jeu de Marienbad, là, c'était la version misère, puisque la personne qui a pris la dernière carte a perdu. Donc dans le cas de la version normale, c'est celui qui vide la table qui a gagné. Alors Bouton, il dit quoi? Il dit, eh bien, il faut transcrire les nombres d'allumettes de chaque tas dans le système binaire. Donc 7 devient 1, 1, 1, 5, 1, 0, 1 et 3, 0, 1, 1. Donc on a transcrit dans le binaire. Et ensuite, il dit, il faut faire la somme de chaque colonne modulo 2 sans faire de retenue. Donc du coup, on obtient ici une somme qui maintenant est appelée dans le jargon de la théorie des jeux combinatoires une Nîmes somme. Donc pour vous dire que en fait, le jeu de Nîmes joue vraiment un rôle important dans cette théorie et dans l'élaboration de cette théorie, eh bien il faut que voilà, la Nîmes somme ici fait 0, 0, 1. Et Bouton il dit, eh bien pour pouvoir gagner à chaque fois, il faut que je m'arrange pour laisser sur la table une configuration où la Nîmes somme ce soit 0, 0, 0. Enfin que bref, toutes les colonnes soient égales à 0. Et cette configuration, il appelle ça en fait une safe combination, disons une position gagnante, puisque si j'y arrive à chaque fois, j'arriverai à vider la table et à remporter la partie. Donc dans ce cas-là, si c'est à moi de jouer, il faudrait que je puisse transformer... Ah non, ça va faire des interceptions. Il faudrait que je puisse transformer le 0, enfin le 1 de la dernière colonne en un 0, donc c'est-à-dire finalement enlever une allumette dans un des tas, dans un des 3 tas. Et en travaillant comme ça, on peut réussir à gagner. Alors là, c'était sur un exemple, mais Bouton donne la généralisation en disant c'est valable pour n'importe quel nombre de tas et n'importe quel nombre d'allumettes dans chaque tas. Voilà, alors ça c'est un petit article qui est quand même publié dans The Annals of Mathematics, donc pas n'importe quel journal, un journal à teneur mathématique, et finalement il passe pas inaperçu, ce petit jeu de Nîmes, et il sera repris donc par un néerlandais, Willem Wythoff, qui va présenter une variation. Alors la variation c'est qu'en fait au lieu d'avoir un nombre quelconque de tas, on n'en a que 2. Et puis, ou bien on retire que dans un seul tas, ou bien on peut retirer dans les deux, mais le même nombre. Donc c'est une variation, il arrive sur une autre formule pour déterminer les safe combinations, etc. C'est un petit apport. Et ensuite, en 1910, donc quelques années après, on a Eliakim Moore qui donne une généralisation, donc la plus globale du Nîmes de Bouton, en autorisant de prendre, non pas dans un seul tas, mais dans un nombre K de tas. Et il appelle ça le Nîmes K. Donc ça travaille petit à petit, cet article est repris, et ces gens-là sont des mathématiciens. Ça, pour le moment, ça reste vraiment dans une sphère mathématique, ça ne sort pas trop dans un contexte culturel, je dirais. En 1910, celui-là il est intéressant à présenter puisque Arens présente le jeu Der Letzte Gewinnt. Alors, le jeu se présente comme ceci. On a 3 pierres qui sont situées sur les cases ici D, F et I. Et chaque joueur, donc toujours on a 2 joueurs, hein, des jeux combinatoires, doit choisir une pierre et la déplacer vers la gauche, dans le sens de la flèche. Le but étant d'amener la dernière pierre sur la case A. Alors on se dit, mais pourquoi est-ce que... Enfin, quel est le rapport avec le jeu de Nîmes finalement ? Eh bien, le rapport avec le jeu de Nîmes, c'est que pourtant on a un jeu qui est complètement différent, je dirais, dans sa forme. Il faut déplacer des objets et non pas les prendre. On fait glisser des jetons, on n'enlève pas des allumettes. Mais dans la résolution, c'est un jeu qui se ramène exactement au jeu de Nîmes, puisqu'il suffit de considérer que l'écart entre chaque case où se situent les pierres et la case numéro A, c'est finalement un tas d'allumettes. Donc ici, on serait en présence de 3 tas d'allumettes, le premier en contenant 3, le deuxième 5 et le troisième 8. Et on applique la théorie de Bouton, le système binaire, etc. Et on retrouve finalement la résolution de ce jeu-là. Alors ça, c'est un point qui est important puisque c'est comme ça que ça va évoluer, c'est en comprenant qu'il y a des jeux qui, dans leur apparence, ne sont pas du tout du type Nîmes, et bien en fait, dans leur résolution, se ramènent complètement au système binaire de Bouton. Et d'ailleurs, ces jeux-là, on les appelle maintenant
des nim-in. Et pourquoi nim-in? Parce qu'en fait, c'est nim-in pour nim incognito. Donc je trouve que ça porte bien son nom, c'est-à-dire que en fait, c'est des jeux de nim cachés. La résolution revient à un jeu de nim classique. Alors c'est ça qui va faire finalement le deuxième temps fort, je dirais, de la construction de la théorie mathématique des jeux combinatoires, avec le théorème qu'on appelle de Sprague-Grundy. Alors, avant de vous parler justement du théorème en lui-même de Sprague-Grundy, qui a été trouvé indépendamment par Sprague en 1935 et Grundy en 1939, Sprague est allemand, Grundy est britannique, on est en 1935-1939, à mon avis, il ne devait pas y avoir beaucoup d'échanges à ce moment-là. Et avant de vous parler de ça, j'aimerais quand même vous parler de Emmanuel Lasker, qui était mathématicien et champion d'échecs, et qui a apporté quand même une avancée assez considérable dans la théorie des jeux combinatoires, qui n'est pas suffisamment reconnue à mon goût, donc c'est pour ça que j'aime bien en parler, et qui en 1931 publie un ouvrage sur les jeux de plateau du peuple, Brettspiele der Völker, et il analyse des jeux combinatoires. Et dans son analyse, alors il reprend le nim de Bouton, il reprend d'autres variantes, si on peut scinder d'état par exemple, et il analyse les jeux et il se rend compte d'une chose, c'est qu'une position particulière dans un jeu, on peut l'écrire en somme disjointe de positions qui sont plus simples à analyser, et on peut agir dans chacune de ces positions disjointes sans que ça change la nature globale du jeu. Et ça, c'est quelque chose qui est assez fort et qu'on va retrouver par la suite avec Conway, par exemple. Alors, il comprend aussi qu'il y a certains jeux qui ont des liens de parenté, c'est vraiment le terme qu'il emploie, des liens de parenté avec le jeu de Nîmes classique de Bouton. Alors, c'est pas expliqué aussi bien, il ne parle pas de sommes disjointes, de composantes connexes, etc., mais dans ses explications, il montre bien que, voilà, on peut finalement voir les jeux comme des composantes plus faciles à analyser d'autres jeux. Et c'est finalement ce qui va être le résultat fort énoncé par Sprague et Grundy, donc indépendamment, et qui s'énonce de cette façon aujourd'hui, c'est que chaque position d'un jeu impartial, c'est pour ça que je vous avais défini impartial en début de séance, se ramène à un jeu Nîmes à une pile contenant un certain nombre d'objets. Et ce nombre est appelé nimber, vous voyez que le Nîmes on retrouve partout, hein, Nîmes somme, Nîmes incognito, nimber, et sa valeur détermine la nature de la position. Donc un résultat assez fort qui va permettre en fait de voir que toute la classe des jeux impartiaux, des jeux combinatoires impartiaux, eh bien dans leur résolution se ramène, si on modifie un petit peu, à un Nîmes classique avec lequel on peut travailler avec le système binaire. Donc ça c'est un résultat assez fort de la théorie des jeux combinatoires. Alors avant d'arriver à la troisième partie, on va dire au cœur et à l'aboutissement plus ou moins de la théorie des jeux combinatoires, je vais vous faire un petit interlude avec le théorème de détermination de Zermelo. Alors, pourquoi je dis c'est un interlude? Parce que c'est un résultat qui en fait a été énoncé indépendamment, qui ne s'inspire pas de Bouton ou de Willem, Wythoff, etc. C'est un résultat qui apparaît comme ça, mais qui est aussi fondamental dans la théorie des jeux combinatoires, et c'est ce qu'on appelle le théorème de Zermelo. Alors c'est un théorème qui a été énoncé à la suite du 5e congrès de mathématiciens qui a lieu à Cambridge en 1912, et en fait, pour la petite histoire, c'est Bertrand Russell qui invite Ernst Zermelo à faire un discours sur les méthodes axiomatiques dans le fondement des mathématiques. Donc c'est quand même, on est un peu au cœur du sujet dans le début des années 1900, et Zermelo, qui a publié ses résultats en 1908, qui n'a pas réussi à prouver la cohérence de son système axiomatique, a quand même un petit peu, je dirais, lâché tous ces questionnements autour du fondement des mathématiques, et dit à Bertrand, eh bien je veux bien venir, mais en fait je préférerais faire un discours sur la théorie du jeu d'échecs. Alors Russell était un petit peu quand même déçu de sa proposition, et comme il paraît que Zermelo a un caractère un petit peu de chien, eh bien il a dit bon bah d'accord, je veux bien faire 2 discours, mais vraiment je tiendrai à faire mon discours sur la théorie du jeu d'échecs, et c'est d'ailleurs en fait le seul des 2 discours qui sera dans les actes du congrès de mathématiciens à Cambridge. Donc forte tête Zermelo.
Alors, comment est-ce que s'énonce ce théorème, je dirais, maintenant? Il est sous cette forme-là. Donc, les positions du jeu d'échecs et de jeux comparables, donc comprenons jeux combinatoires, sont complètement déterminées. C'est-à-dire qu'elles satisfont toujours une des conditions suivantes. Les blancs peuvent gagner quelle que soit la manière dont les noirs jouent. Les noirs peuvent gagner quelle que soit la manière dont les blancs jouent. Ou bien, chaque joueur peut arriver à un nul, quelle que soit la manière dont l'adversaire joue. Qu'est-ce que ça veut dire? Résumé en une phrase, c'est que les échecs sont un jeu qu'on appelle déterminé. C'est ça le théorème de détermination, c'est qu'au final, dans une position initiale d'un jeu combinatoire, eh bien, il y a une stratégie optimale pour gagner. Et c'est ou les blancs ou les noirs qui arrivent à trouver cette stratégie, ou bien on arrive à un nul, quelle que soit la manière dont l'adversaire joue. Alors, ce résultat-là, il n'est pas énoncé aussi clairement dans le texte de Zermelo, et on va dire qu'il sera, son article sera repris et retravaillé essentiellement par deux mathématiciens hongrois, donc König et Kalmar, qui vont en 1928 en fait vraiment publier le résultat presque sous la forme sous laquelle je voulais énoncer juste avant. Donc c'est voilà, encore un petit apport, mais vraiment sur un petit groupe, sur une dizaine d'années, entre un mathématicien allemand et deux mathématiciens hongrois. Voilà, donc c'était, on va dire, la fin de ce petit interlude sur le théorème de détermination. Je reviens maintenant finalement sur ma construction en 3 temps de la théorie des jeux combinatoires pour arriver au 3e temps fort avec en fait la théorie des nombres surréels de John Conway. Alors, qui est publié dans un ouvrage qui s'appelle On Numbers and Games, qui paraît en 1976. Dans le jargon, on dit ça ONAG aussi. Enfin bon, voilà, c'est la façon condensée de dire le titre. Alors, John Conway, dans son ouvrage, en fait, c'est pas compliqué, il est divisé en 2 parties. Une première partie sur les nombres, On Numbers, et une deuxième sur les jeux, Endgames, et il met ensuite en relation la théorie qui présente dans sa première partie avec les jeux combinatoires. Alors dans une première partie, Conway part du vide, de rien, et il construit au jour 0, eh bien le 0, le nombre 0. Et ensuite, au jour suivant, il va construire les entiers, les rationnels diadiques, les réels, les transfinis, etc., pour arriver jusqu'à les nombres qu'on appelle des nombres surréels et qui étaient des nombres qu'on n'avait encore jamais rencontrés en mathématiques et qui ont des formes un peu exotiques comme par exemple racine cubique de oméga. Donc il faut intervenir les transfinis et les ordinaux. Et tout ça, cette construction se fait sur la base de la construction de Dedekind et des coupures de Dedekind. En effet, Conway considère qu'un nombre s'écrit sous une forme avec un ensemble left, donc un ensemble d'éléments à gauche, et un ensemble d'éléments right, à droite, avec la particularité que aucun des éléments de gauche n'est supérieur ou égal, mais même strict supérieur, à tous les éléments de droite. Donc on retrouve cette idée de coupure, et c'est comme ça que Conway construit finalement son ensemble des nombres, ces nombres surréels. Alors, comment est-ce qu'il l'applique au jeu combinatoire? Donc ça, c'est dans une deuxième partie, où il considère, en fait, on retrouve l'écriture avec un ensemble à gauche et un ensemble à droite. Et donc, dans l'exemple que là, je vous ai donné, P, c'est une position de jeu. ABC désigne les coups possibles pour le joueur left, d'accord, le joueur de gauche. Et D désigne le seul coup possible pour le joueur de droite. D'accord? Les joueurs chez Conway sont souvent appelés left and right, ou bien A et B, Arthur et Bertha, bref. Donc là, c'est left and right. Et en fait, ensuite, il représente les options sous la forme d'arbres. Donc par exemple, la position 0, là, qu'on voit tout en bas à gauche, c'est une position qui est gagnante pour le deuxième joueur, parce qu'en fait, comme il n'y a aucune option pour les deux, le premier ne peut pas jouer, donc c'est le deuxième qui a gagné. Donc 0 est une position gagnante pour le deuxième joueur. Alors ensuite, la position 1, qui est symbolisée par un trait oblique vers la gauche, montre qu'il y a un coup disponible pour le joueur gauche, mais qu'il n'y en a pas pour le joueur de droite.
D'accord? Donc finalement, ici, c'est un coup qui est gagnant pour le joueur gauche, quel que soit le joueur qui commence. Vous avez en symétrique, finalement, la position -1 qui montre que la position est gagnante pour le joueur de droite. Donc, et ensuite, le jeu étoile, qui est symbolisé par un coup pour chacun des joueurs, et qui finalement est gagnant pour le deuxième. Alors, ça c'est la façon dont il représente les coups disponibles pour les positions de jeu, et selon quel joueur. Et on retrouve cette écriture, je ne veux pas que je m'approche, on retrouve cette écriture avec les positions possibles pour droite et les positions possibles pour gauche. Donc sur un exemple un petit peu plus concret, sur un jeu de domino, par exemple, où vous considérez que le joueur, alors c'est gauche, qui ne peut placer que ses jetons, enfin ses dominos dans un axe nord-sud, d'accord, et le joueur de droite qui peut positionner ses dominos sur un axe est-ouest. Alors imaginez, vous jouez, voilà, et puis vous arrivez à un certain moment de la partie, à un stade assez avancé, et vous voulez vous interroger quel joueur est le plus avancé, enfin quel joueur a finalement un avantage sur l'autre dans cette position-là. Eh bien, en fait, Conway dit, eh bien, on va travailler sur les composantes disjointes du jeu, c'est-à-dire analyser les parties les plus simples de ce qui reste sur mon plateau, pour ensuite déterminer la nature globale du jeu. Donc on retrouve cette histoire de composantes disjointes d'un jeu, d'une position, travailler dans ces composantes disjointes et ensuite en déduire la nature globale du jeu. Donc pour vous donner un exemple, la position en L, que vous avez en bas de la diapo, eh bien, le joueur de gauche a deux options de jeu, je dirais, dans cette position-là. D'accord ? Il peut jouer la première en plaçant son premier domino tout en haut, qui est matérialisé par qui est symbolisé avec un nombre par la position -1, puisque droite pourra rejouer après, ou bien il peut jouer la deuxième possibilité, et dans ce cas, droite ne pourra pas jouer, donc ce sera une position 0. Et de son côté, droite n'a qu'une seule façon de placer son domino en horizontal, et du coup c'est une position 1. Avec le travail de la première partie et de la construction des nombres surréels, cette position a un nombre finalement, a une valeur qui est 1/2 et qui se traduit que le joueur de gauche sur cette position a 1/2 coup d'avance par rapport au joueur de droite. Donc il faut ensuite analyser finalement toutes les parties disjointes du plateau qui reste, de sommer ce que ça donne, et on aura une valeur globale du jeu, et on pourra dire tel joueur a l'avantage par rapport à un autre. Donc ça c'était, je ne vais pas aller plus loin dans la théorie des nombres surréels de John Conway, mais c'est pour vous montrer qu'on arrive à un point où il y a une construction mathématique qui s'est développée autour du jeu, qui à un moment donné s'est abstraite complètement de ce jeu, et on retrouve une application dans les jeux combinatoires. Alors, ça a été possible en 1976 avec Conway, parce que je dirais qu'à ce moment-là, lui dispose de tous les outils de la théorie des ensembles, de la théorie des graphes, de la théorie des nombres, pour pouvoir construire cette théorie-là, et elle est quand même née en fait de jeux et d'un ensemble de jeux bien particuliers qui sont les jeux combinatoires. Donc si je voulais faire un petit récapitulatif vraiment grosso modo de ce que je vous ai raconté, c'est que les jeux, leur analyse, ça part de choses très simples, de récréation mathématique, un peu des défis comme ça à l'entendement pour impressionner les naïfs. Ces jeux-là, après, ont intéressé en fait un mathématicien, et ça s'est développé, ça s'est repris, ça s'est enrichi avec les apports de plusieurs personnes, et petit à petit, des résultats plus généraux ont vu le jour. Et finalement, c'est vraiment en 1976, avec la théorie de John Conway, qu'on arrive, je dirais, à l'aboutissement final de la théorie des jeux combinatoires. Voilà, donc là je suis restée dans un cadre complètement mathématique. Il y a tout un aspect où il y a une interaction avec l'informatique que je n'ai pas du tout développée ici, et que je pense qu'on aura l'occasion de discuter autour de la table ronde avec cette interaction-là. Voilà, du coup je m'arrête, je pense que je suis dans les temps, et je laisse la place au second conférencier, et on avait dit que...